On est le 26 juin, donc un vendredi. J'aimerais parler d'abord, parler parce que j'ai besoin de parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment parlé, par un échange de téléphone, mais sinon, ça fait un moment que je n'ai pas pris la parole. Hier, j'ai beaucoup écouté un parleur de haut niveau, de haut vol, qui s'appelle JLM, donc Jean-Luc M. Voilà, donc évidemment, ça m'impressionne parce que il montre d'un certain savoir, d'une certaine compétence. Alors évidemment, cultiver voisinage, cultiver dans la fréquentation des mots. C'est quand on prend le chemin des mots, on se rend compte que une chose que l'on pensait acquise ne l'est pas tant que cela. Et puis quelquefois c'est l'inverse. Une chose que l'on pensait ne pas maîtriser, finalement en commençant à en parler, à la mettre en mots, à l'habiller de mots, ça devient clair dans la tête, clair dans la conscience. Ça commence à prendre forme, à prendre corps. Donc là, c'est une introduction, j'aimerais pas trop la rallonger. J'ai déjà des manières de JLM. Donc, c'est une sorte, non pas de transversalité, mais c'est obligé. Quand on écoute quelqu'un parler pendant un moment, automatiquement on adopte certains de ces tics de parole, de ces tics, ses pauses et ses reprises, sa manière de se reprendre, sa manière d'arrêter un développement puis de repasser sur un autre, etc. Sa manière de ramener des choses à un niveau, des choses voilà, parce qu'au niveau des mots, on est toujours on est toujours tenté. C'est perpétuellement la tentation diabolique. On voit de la lumière un peu partout. On a envie de suivre toutes les lumières. On ne peut pas. Donc il faut choisir une lumière, il faut choisir un développement, il faut choisir un sujet. Et donc je vais y aller tout directement. Moi, donc le bonheur à portée de regard. Après le bonheur à portée d'oreille, le bonheur à portée de regard. Quoique, je suis contredit dans cette idée où finalement je dois tenir compte d'un phénomène sonore qui est, je pense, une averse et c'est, je pensais me concentrer uniquement sur le volet visuel. Pourquoi le volet visuel? Parce que j'ai mis en branle toute une machine biologique. Évidemment, je ne suis qu'un élément, j'allais dire un élément, non pas l'élément central, un élément catalyseur d'une certaine façon. Et donc je prends des choses et je les dispose dans un milieu propice. Et puis je fais une chose, donc je rajoute de l'eau. Évidemment, le processus naturel qui est d'une complexité impossible à visualiser, impossible à comprendre. En tout cas pour moi, je ne suis pas du tout qualifié, je ne cherche pas à l'être pour parler de la biologie végétale, etc. C'est pas ça le sujet. En tout cas, je mets en mouvement quelque chose qui a finalement qui va s'exprimer, mais selon sa manière à elle. Elle va pas s'exprimer, je sais pas, quelque chose qui s'exprime dans une forme particulière, elle va continuer de s'exprimer dans cette forme. Une chose qui aura des motifs, elle aura toujours les mêmes motifs. Elle va pas s'adapter, peut-être, elle va pas essayer de se faire différente pour me faire plaisir, pour
et pour me remercier. Non, elle va continuer. Alors, la courge, ça va être une courge. Alors, peut-être, je vais avoir d'un côté des feuilles énormes, presque normales, quoi, dans un espace assez restreint, et à côté, je peux avoir des feuilles très petites, miennes presque. Donc, j'ai un peu tout ce qui peut se développer. Donc, mais finalement, je sais pas comment ça marche. Je constate, voilà ce que je peux faire. Donc, à portée de regard, le bonheur, je regarde, je constate, j'accompagne, d'une certaine façon, j'encourage, mais mes encouragements sont totalement, je veux dire, c'est illusoire, c'est une fiction que je me raconte. Je peux pas encourager une plante. Et si je veux, par exemple, toucher une plante, il se peut qu'en touchant une plante, je lui transmette des maladies que j'ai prises sur une autre plante. Il se peut que je lui transmette des choses, donc c'est pas fait pour. Le contact n'est pas la chose conseillée. Donc, sachant garder nos frontières et sachant reconnaître un peu les distances qu'il y a entre nous. Donc, il y a des plantes. Alors, en quoi il y a un élément différent? L'élément différent, l'élément notable, c'est celui de la sortie hier d'une fleur, la fleur, le tournesol, un tournesol minuscule, mais visible quand même, pas invisible, mais minuscule comparé et finalement à la forme que prend un tournesol, évidemment, dans un champ gavé peut-être avec des choses qui l'aident à pousser, mais là il s'agit d'un petit, mais n'empêche que la couleur de la fleur est la même, c'est le même jaune, et on le reconnaît, c'est le jaune, un beau jaune, un jaune vigoureux, un jaune clair, un jaune sain, un jaune un jaune heureux, voilà. Il y a pas, c'est pas un jaune un peu hésitant entre le jaune, l'orangé. C'est un jaune franc. Voilà, c'est comme ça. Et voilà donc la chose, comment on peut la voir. Donc, il s'agit d'une petite fleur. Vraiment, mais c'est comme ça. Alors je l'ai accompagné, je l'ai vu grandir, je l'ai vu pousser, s'élever, perdre ses feuilles aussi dans l'opération. Il y a des choses qui n'allaient pas. Alors ma hantise, c'est le stress hydrique très fort. Les plantes sur leur bord de fenêtre, ça n'échappe pas au stress hydrique. Là, il y a comme un peu, je commets une sorte comment dire, de violence. Et je sais que c'est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de retarder le moment d'arrosage pour permettre aux plantes de pouvoir recevoir, afin de pas être totalement inondé parce que l'orage va être là. Donc, je préfère plutôt de l'eau de pluie, de l'eau non calcaire, plutôt que l'eau calcaire que je retire, que je tire de mon robinet, même si dans l'opération, j'essaie de l'exposer à l'air pour que elle perde un maximum de son chlore. Voilà, c'est une chose à laquelle je pense, surtout que le taux de chlore a été augmenté en relation avec la Covid. Donc voilà une chose, comment on fait les choses. Alors le bonheur, c'est un petit bonheur, mais c'est un bonheur tout de même. C'est un bonheur concret. Alors on sait que si on fait une chose, on peut arriver à la fin à obtenir une satisfaction. Tous ces gestes d'arrosage, finalement cette surveillance, cette angoisse un peu, finalement c'est couronné par un petit spectacle. En fait, j'ai un résultat magnifique. Voilà, donc j'ai 2 tournesols
Il y en a un qui n'a pas encore, dont la fleur n'a pas encore éclos, ne s'est pas ouverte, et donc j'attends. Donc le bonheur à portée de regard, à portée d'yeux, c'est quelque chose qui peut sembler peut-être dérisoire pour d'autres. C'est pas la question. Simplement, c'est ça. Alors, on a les bonheurs qu'on peut avoir. Hein. C'est pas une question le bonheur, c'est pas, il n'y a pas une échelle une hiérarchie des bonheurs. Il y a les petits bonheurs, ce sont des grands bonheurs en fait. Et il faut pas, mais c'est une manière de dire les petits bonheurs, c'est presque, comment on pourrait dire, c'est presque un peu, c'est presque une sorte de diminutif, tendre diminutif. En fait, quand on diminue quelque chose, c'est pour mieux renforcer l'aspect fort et l'aspect vraiment l'engagement, enfin l'importance qu'elle a pour nous. Mon petit trésor, c'est pas un petit trésor, c'est le grand trésor, c'est le véritable trésor. Mais c'est une inversion, alors je sais pas comment ça s'appelle dans les figures de style, mais ça a un nom, mais c'est pas. En tout cas, voilà, donc petite chose. Alors évidemment, on attend des choses. Alors c'est pas le printemps, c'est carrément l'été, mais on attend que les choses arrivent. Comme on les a connus, que ça se passe comme il y a quelques années. Alors, la première fleur du potiron, finalement, elle n'a pas passé le test et elle s'est détachée de son pied, je vais dire, et puis finalement, elle est tombée, quoi. Elle n'a pas donné, elle n'a pas permis d'avoir, elle n'a pas été fécondée, quoi. Donc, et là, cerise sur quelque chose, là il y a les guêpes qui sont revenus. Alors les guêpes, ces guêpes noires qu'on voit quelquefois, qu'on peut rater si on n'a pas l'œil exercé, parce qu'elles sont rapides, parce que elles sont presque comme des petites lucioles, quoi. Enfin c'est des lueurs, quoi, comme ça donc je sais qu'elles sont là. Et une fois qu'elles sont là, elles vont pas s'en aller. Là, je suis désolé pour elles. Donc les pieds de persil sont montés en grain, mais ils ont fait des corolles très petites, ce qui donnera pas beaucoup de nectar, beaucoup de choses à déguster, assez guêpes, évidemment guêpes parasites, mais je ne sais pas si c'est des guêpes parasites mâles ou guêpes parasites femelles. En tout cas, après tout, c'est pas important. Elles sont toutes bienvenues de toutes les façons. Nous, on se fait que se frôler, donc c'est des guêpes, elles n'attaquent pas l'humain, j'en ai pas peur, elles sont pas en situation de défense, moi non plus, c'est vraiment, comment on peut dire, une sorte de cohabitation heureuse, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'accident. En tout cas, ces micro-guêpes, pas si micro que ça, hein, mais c'est pour dire qu'il y a sûrement des guêpes parasites encore plus petites, mais là, c'est le vivant dans toute sa diversité qui, évidemment, qui nous pourra jamais cesser de nous étonner, voire de nous émerveiller. Voilà, donc le vivant. Donc la chose est comme ça. Donc, en quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de voir simplement de voir cette feuille de courge qui voir un peu ces dessins blancs comme laiteux, voilà, au milieu de la feuille, enfin un peu ça suit un schéma. Alors je sais pas si c'est un schéma exact sur toutes les feuilles ou s'il y a chaque schéma est différent. Il est possible qu'il soit différent, mais j'ai pas les moyens de vérifier si c'est une copie ou si... Bon, en tout cas, j'imagine que c'est un peu différent, même si ça semble un peu pareil. Donc, il peut y avoir une différence, mais une différence assez petite, assez infime. Donc, il faut avoir l'œil exercé, il faut avoir
l'envie de voir cela, de vérifier cela. C'est pas toujours. Donc, et voilà, on a l'impression d'être une sorte de gardien, une sorte de propriétaire même, c'est le terme est totalement hors de illégitime, mais c'est pas grave, d'une chose extraordinaire. Voilà, c'est l'extraordinaire. Et je vois pousser un pied de tomate, et voilà, donc là c'est beau. Ça n'a pas l'air de pousser de façon exponentielle, de façon extraordinaire, mais ça pousse doucement, ça va arriver tard. C'est ça. J'attends pas de ramasser des tomates, c'est pas la question. La question, c'est le processus de croissance, c'est d'être tous les jours un peu à regarder où ça en est. Alors ça a pris d'un seul coup, ça a pris quelques millimètres, ou alors c'est un peu, c'est laborieux, ça s'est un peu arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Donc la chose, alors comme j'ai écouté quelque chose en rapport avec les termes qui se trouvent avec les mots de la Bible. Il y avait le mot de jeûne. Alors, il y a ce mot jin, on peut dire la racine jin. Alors, la racine jin, c'est a permis a permis de l'existence de tout un éventail lexical, voilà. Donc gène, donc c'est gène, c'est bien c'est bien le gène dans le sens le paradis par excellence. Le paradis par excellence, donc c'est bien un lieu de verdure, un lieu d'exubérance, un lieu de peut-être dans lequel on serait entouré de choses qui sont en train dans une sorte de comment dire, il y a des choses, il y a la vie, on voit la vie partout. On imagine que, évidemment, on sait que chaque plante est soutenue par chaque plante a aussi de la vie en elle. Elle vit, elle a du sang, ça circule, c'est un organisme vivant, on imagine, voilà, tout ce qui se passe, on voit la croissance d'un organisme qui lui croît rapidement pour qu'on puisse le suivre. Ce n'est pas comme les mammifères ou des choses comme ça croît assez vite. Ça fait un peu, sa vie se passe quelquefois en quelques mois maximum, mais après c'est fini. Mais quelquefois on a aussi des arbres, alors on voit l'arbre se revêtir de nouveau de vert et revenir un peu à l'aspect qu'il avait avant l'hiver. Voilà les choses, le cycle et qui se renouvelle. Donc Jnen, c'est le lieu, un peu le lieu où il y a des choses qui poussent. Jnen, c'est là où on fait pousser des légumes ou peut-être des fruits. Ça peut être de la pastèque, des melons de haut, des melons. Jnen, c'est en relation avec quelque chose de bon et souvent en rapport avec l'été. Ça peut être du raisin, ça peut être là des fruits de saison, mais des fruits adaptés à la saison. Vraiment, vous ramassez, vous passez dans Genève, vous ramassez, je sais pas, vous ramassez, comment on appelle ça, pas un bouquet de raisin, mais vous ramassez du raisin, et arrivé à maturité, vous le mangez directement. Finalement,
de l'arbre finalement. Et ça vous fait, ça fait un plaisir incroyable. Et vous ramassez juste ce qui va vous faire plaisir pendant un moment. Vous ramassez pas tous les raisins qu'il y a. C'est juste en passant, vous ramassez un peu de raisin, comme ces gens qui ont quelques pieds de tomates. Et tous les jours, ils ramassent une tomate ou deux et ça leur suffit. C'est ça. Alors, on est dans un rapport un peu, un prélèvement, j'allais dire modéré, un prélèvement qui ne cherche pas à tout prendre d'un seul coup, mais qui, voilà. Donc, ce qui arrive à maturité, ce qui serait dans l'optimum de sa maturité quelque part. Donc une grappe de raisin, et puis j'imagine vous sentez dans un lieu où il y a plein de melons, vous touchez, vous regardez le melon, vous l'amenez à votre nez et vous voyez celui qui est le plus mûr, vous choisissez celui qui est le plus mûr. Et vous rentrez pas avec un melon que vous allez être obligé de laisser mûrir, et peut-être dans l'opération, il va trop mûrir, il va carrément. Non, et Jnen, c'est donc c'est ça. Il permet ça, et donc Jnen, c'est une sorte de scène d'avant, une scène un avant, avant le paradis, quoi, quelque chose qui permet de voir ce que peut être le paradis. Le paradis, c'est de pouvoir avoir des fruits d'été toute l'année. Non pas comme on les vit, nous, avec ces fruits qui viennent de l'hémisphère sud quand c'est l'hiver chez nous, mais non, c'est plutôt, il y aura une seule saison, la saison de croissance. C'est difficile d'imaginer le paradis parce que normalement, la beauté des choses, c'est aussi dans la rareté, et aussi dans l'attente. Ce n'est pas, et dans les saisons, alors les 4 saisons, on pourrait même penser, pourquoi pas une 5e, 6e saison, mais déjà, si on en a 4, c'est pas mal. Et on attend, et on se prépare, juste pour quelques jours ou quelques semaines de réjouissance. Voilà l'intérêt. Donc le paradis, Jannah, c'est presque trop. Et voilà, comme quelqu'un, il dit, ah, voilà, enfermez-moi dans un supermarché. Et finalement, ce n'est pas la solution. L'intérêt, c'est cette tension entre ce que on peut avoir et ce qu'on peut pas avoir. Voilà, il faut savoir se retenir. Et le paradis est un peu donc Jannah. Et donc, puisque j'ai parlé de ce côté un peu trop, et voilà, donc Jannen, le Mejnoun, c'est celui, donc voilà, qui perd la raison. Qui perd la raison parce que et c'est la chose qui vous fait perdre la raison. Et la beauté qui vous fait perdre la raison, quelque part. Et Mejnoun, c'est celui qui est Majnoun, Leila, c'est celui qui est fou d'amour pour Leila, pour sa bien-aimée. Alors, ça fait donc et puis c'est ça. Alors, je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver ce à quoi j'avais pensé dans cette polysémie un peu venue de ce mot racine, gêne. J'ai pas réussi à retrouver la même présence, la même verve. Ben, j'en suis désolé, c'est comme ça. Et le mieux, en fait, finalement, c'est quand on n'a pas pensé aux choses. Si on pense aux choses, on risque de ne pas être capable de les reproduire. En fait, finalement, l'intérêt, c'est d'être dans l'improvisation la plus totale, ou presque. Le mieux, c'est d'être dans l'instant et de faire sortir ces mots comme ça, sans préparation, sans plan, etc. Mais le plan se fait de lui-même. Hein, donc, je reviens donc sur cette idée
le bonheur à portée de regard. On sait qu'il y a une course. Le mot course est un peu, ne convient pas tout à fait, mais voilà, il y a des choses qui poussent. Alors ça pousse. Il y a un moment où ça va commencer à ne plus pousser. Et ça va être la fin. Donc pendant un moment, j'aurai plein de fleurs de courge, mais après, j'en aurai plus. En tout cas, j'attends le jour, j'en aurai plein pour que ça serve de nourriture à mes chers, évidemment, guêpes noires, parasites, j'imagine, parasites, c'est comme ça. Mais voilà, donc j'attends, ça va plus tarder, mais en tout cas, j'ai fait quelque chose de complètement monstrueux, j'ai planté, voilà, toujours la chose, ce mystère et cette chose qui nous interroge sans cesse, comment ça se fait que la vie, là, quand on parle de la sexualité, de la reproduction aux enfants, on parle de graines. Et justement, il s'agit de quelque chose qui est contenu dans ce qu'on appelle la graine, donc quelque chose de petit. Et cette petite chose, finalement, par des mécanismes, voilà, particuliers, finit par nous impressionner, voilà, un organisme, vous voyez la force qu'il a, vous voyez je sais pas, tout ça était contenu dans ce petit organisme, de cette petite chose, et vous voyez là, uniquement avec de l'eau, et avec quelques choses tirées de la terre, et puis le soleil, et ça y est, le miracle est là, c'est extraordinaire. Et puis, le miracle, et puis surtout, que chaque graine, elle engendre quelque chose qui ne ressemble pas à ce que va engendrer une autre graine. Donc, il y a là aussi une sorte une graine, évidemment, elle a sa propre, comment dire, elle est pré-programmée, donc on peut pas, elle va pas emprunter des caractères à une autre, je sais pas. C'est comme ça. Ça peut pousser à côté, ça peut être voisin, totalement voisin, partager la même terre, partager les mêmes ressources, mais finalement, chacun poussant, finalement, selon selon ce qu'il y a, ce qui le constitue finalement, comme selon le message donc j'ai pas réussi exactement tout à fait le bonheur à portée de regard. Alors j'ai des variétés de verres, il y a du verre, le verre des palmiers, c'est un verre un peu sombre, un peu pas tirant vers le bleu, mais un peu sombre. Alors j'ai le verre des potirants, c'est un verre un peu et je peux avoir d'autres verres dont alors il y a des nuances de verre. Ben, c'est comme ça. Tous les verres ne se ressemblent pas. Et voilà, mais après j'ai pas spécialement beaucoup de choix. Alors, le vert c'est le vert, mais il y a la couleur, il y a la nuance, puis il y a aussi la texture. Il peut y avoir des choses avec une sorte presque comment dire, recouverte d'une sorte de micro poil. Il peut y avoir un côté poilu un peu à la surface des plantes, des feuilles, puis je sais pas, évidemment, déjà on a du mal à communiquer, à savoir ce que pensent les gens qui nous ressemblent, même quand ils sont à côté de nous, on n'est pas sûr qu'ils soient dans les mêmes pensées que nous. On peut être en train de parler des mêmes choses, et pourtant, la personne d'à côté peut être en train de penser de vivre dans un monde qui lui est propre. Donc il y a une incommunicabilité
foncière entre les êtres semblables. Après, que je puisse communiquer avec des plantes, c'est impossible. Alors, évidemment, je cherche même pas à le faire. Je cherche même pas à tenter cela. Donc, mais en tout cas, je vois comment, quand on est mis en mouvement comme ça, en croissance, nous, on a grandi avec la protection, avec la protection des parents et avec le soutien d'autres personnes et les plantes, seules, évidemment, seules à croître. Donc ça doit angoisser une plante. Quand il y a un stress hydrique, ça doit, finalement, quand on voit les feuilles comme ça, un peu flétries, on se dit, tiens, elle est mal, la plante. Alors elle fait quoi? Elle dégage quoi? Elle pleure, elle crie au secours, bien sûr. Elle me fait passer un message que je comprends. Je comprends qu'elle est en danger. Et j'accours pour essayer de lui donner un peu comment dire, pour la réhydrater au plus vite, quoi. Là, j'attends pas. Mais c'est toujours le problème. Alors, réhydrater, comment trouver l'équilibre? Je réhydrate trop, quand j'ai l'impression la terre elle sèche très vite, c'est vraiment pas le milieu le plus approprié. Une plante qui vit finalement seule dans une plante libre, dire qui a poussé toute seule, elle se porte mieux que mes plantes à moi. Elle flétrit pas, elle arrive à être toujours belle. Alors que les miennes, à moi, c'est déjà un trèfle, un simple trèfle, déjà il fait l'eau mort. Bon, il est sur le point de mourir. Mais un trèfle, comme je l'ai déjà dit, un trèfle, c'est résistant. C'est résistant. C'est plus résistant que d'autres plantes. Si on pouvait sauver toutes les plantes, comment on arrive à sauver un trèfle? Alors là, mais c'est comme ça. On a un monde végétal qui est là, et qui est assez extraordinaire, qui est avec lequel, comment dire, nous sommes en contact depuis longtemps, ce monde végétal qui raconte beaucoup de choses. Alors, quelquefois, il y a énormément de choses dans la simple vision. Un pied de tomate, ça raconte beaucoup de choses. Alors c'est pas l'exotisme, c'est le voyage. Alors comme aujourd'hui on parle de voyage sans voyager en fait, de voyager par l'esprit, de voyager, c'est une occasion de voyager à travers le temps et l'espace en regardant un pied de tomate et puis d'imaginer des choses en voyant un plan de courge. La courge aussi a fait le voyage. La courge aussi vient d'ailleurs. Aussi tout ce qui vient d'ailleurs. Et tout ce qui vient d'à côté, tout ce qui a une longue histoire à raconter, etc. Tout ce qui... voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que l'on peut explorer. Peut-être c'est un peu limité à force. Mais la saison passe vite, donc et on voit la plante, elle vous ennuie pas parce qu'elle est toujours en mouvement. Elle n'est pas statique, elle prend de comment dire, son corps devient plus important, j'ai mis, voilà, la chose, j'ai mis en croissance, un peu de façon totalement, comme ça, sans raison presque. Je vais des tomates, au lieu de manger, de boire plutôt, le jus de tomate, j'ai préféré prendre quelques comme ça, et j'ai versé ça sur de la terre. Finalement, ces graines ont germé et ont poussé. C'est une chose. Alors voilà, et de jour en jour, ça pousse. Alors, ça pousse pas très vite, mais ça pousse. Donc moi-même j'ai enlevé, comme on peut le faire quand on élève de la volaille, et qu'en fait on aide un peu le poussin, on l'aide un peu à sortir de l'œuf en enlevant un peu l'œuf, la coquille. J'enlève un peu la coquille de la graine de tomate
et je suis heureux d'avoir fait cela, parce que c'est une graine de tomate, c'est quelque chose, bon, souvent on l'a pas sèche, donc c'est quelque chose qu'on peut pas tenir entre les mains, c'est glissant. Alors quand on arrive, hein, finalement, voilà, quand l'opération, c'est ça. Alors c'est la magie à portée de n'importe qui, la vraie magie, pas de l'illusion, pas de la c'est la magie. Vous mettez quelque chose en route, et cette chose est extraordinairement complexe, est extraordinairement comment dire, elle pourrait vous raconter des histoires qui pourraient vous occuper toute votre vie et au-delà. Voilà. Donc c'est ça, toutes ces choses-là. Et voilà comment, quand on est dans une situation de rupture avec les siens, comment on nourrit un peu son esprit, comment on nourrit un peu ses journées, comment on lutte d'une certaine façon contre l'anéantissement. C'est vrai que ces rebords de fenêtres, ça n'a strictement, franchement parlé, c'est du jeu. On joue de façon quelque peu, comment dire, un peu pitoyable. Il y a là, on peut rien faire pousser sur le bord d'une fenêtre. C'est quand même assez. Il y a là des questions à poser sur, voilà, une idée, une preuve de l'inégalité entre les êtres ont à leur disposition de la terre. Ils peuvent travailler cette terre, ils peuvent vraiment passer du temps à labourer, à bêcher, et tout ce qu'on fait dans ce cas-là. Et puis moi, je bêche avec une fourchette, avec une mini fourchette, ou quelquefois avec les doigts, parce que c'est plus pratique. Il faut un peu, il faut comment dire, la terre il faut émietter la terre pour permettre à l'eau de bien pénétrer. C'est ça. Alors, voilà, donc du micro-jardinage. C'est pitoyable, et c'est comme ça. C'est comme ça que l'on vit. On ne vit pas une vie, on vit une micro-vie. Comme on fait de la micro-ferme, on fait de la le micro-émerveillement, dans le micro-bonheur, tout est dans le micro. C'est ça, quand on voit ce que peut comment dire, l'épanouissement que peut être celui d'un pied de tomate, comment il peut grandir et devenir énorme, et presque vous épater. Et quand vous voyez que vous avez un petit pied, vraiment un peu nain, tout ça, c'est rare qu'on échappe au nanisme dans ces cas-là. Il n'y a pas assez de terre, et la terre ne peut pas être travaillée normalement. On fait du mal aux plantes. Et on fait du mal aux plantes, mais on le fait parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Il faut nourrir un peu son imaginaire, il faut nourrir son imagination, il faut nourrir son être avec ces choses-là, dans le contact avec le vivant. Le vivant est une nourriture, pas seulement une nourriture pour le corps, mais une nourriture pour l'esprit. C'est ça. Alors, donc voilà un peu ce que j'ai à dire un peu dans ces cas-là. J'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à dire ce à quoi j'avais pensé. Bon, en même temps, comme j'ai un peu de temps, voilà, donc c'est extraordinaire, hein, avant de jeter. J'ai même on fait des choses
presque qui frôle l'absurde et presque presque l'indécent finalement. Ouais, presque l'indécent. Voilà donc ce qui reste de mes lentilles, des lentilles que j'avais jetées comme ça en terre. Quand on veut cuisiner des lentilles, il y a toujours une petite quantité qui vous échappe, qui tombe un peu dans l'évier. Bon, vous voulez pas les ramasser parce que vous pensez que c'est sale, etc. Ben, vous les laissez, soit vous les jetez, soit vous les prenez et vous les jetez dans de la terre. Et souvent miracle garanti, ben ça pousse. Je me rappelle même, j'ai vu, donc j'avais jeté comme ça des graines de lentilles qui avaient germé, et la graine de lentilles, elle s'est retournée. Elle s'est retournée pour pouvoir planter son pied, si je puis dire, dans la terre. Donc il y a eu un mouvement, et on sait que les plantes bougent, évidemment à une vitesse qu'on ne voit pas en réalité, mais dont on constate un peu dont on constate dont on voit la manifestation, mais après, et on ne peut pas accompagner les plantes dans leur déplacement et dans leur mouvement. À leur échelle, on est, voilà, deux mondes, deux temporalités. Voilà donc les graines, et je pense au Canada qui nous fournit évidemment en lentilles que les lentilles que moi je peux acheter à 80 centimes les 500 grammes. Voilà, c'est à ma portée. Je peux pas acheter la lentille du Quercy ou je sais pas quoi, la lentille made in France, la lentille JPN ou je sais plus quoi. Je peux pas. J'achète la lentille la moins chère, et souvent c'est la lentille verte, et je pense que celle qui nous vient du Canada, et c'est comme ça. Et donc, toujours ce sentiment de n'être jamais connecté à l'origine des choses. Donc, et ces pieds de lentilles qui poussent bien, vigoureusement, qui font des fleurs un peu moitié rose, moitié blanc. Et finalement, la fleur, je sais pas si elle s'auto-féconde ou si elle est fécondée par quelque chose, la fleur. Elle débouche sur une graine. Voilà, comme cette graine que j'ai entre les mains, et cette graine, donc, je sors de finalement, que je sors de son capuchon, enfin et finalement, je trouve une graine vraiment très petite, vraiment minuscule. C'est vraiment c'est presque rien. Mais c'est quand même des graines qui ont poussé sur le rebord de ma fenêtre. Alors, je sais pas quel statut je pourrais leur donner. Tiens, graines made in Saint-Cyprien, rue Courte, graines locales, archi locales. Il y aurait quoi? Il y aurait de quoi manger, pour combien, je sais pas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la différence d'échelle. Mais on fait ces choses-là. On fait une récolte. On fait une micro récolte, une nano-récolte. Voilà la chose à laquelle on est réduit. Évidemment, on pourra pas concurrencer le Canada, surtout pour les gens faibles de revenus. Et le Canada sera toujours moins cher que ce qui peut être produit en France. Et sûrement, il n'y a pas de doute. Mais et puis, je sais pas, on fait une récolte. Ah, toujours.
Ça me rappelle ceux qui font dans le cannabis qui dit je fais une récolte. Ouais, on fait une récolte. J'ai une petite récolte et je tiens vraiment à ne rater aucune graine, aussi minuscule qu'elle puisse être. Je la sors de sa housse, si je puis dire, et je les fais un peu voir la lumière de la nuit, enfin plutôt la lumière du jour, mais là c'est la lumière de la nuit. C'est voilà une chose qui a poussé ici même. Bon, évidemment, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Ces choses-là, ça n'a pas de sens. Comme le localisme n'a pas de sens, évidemment, un sens limité, effectivement. Mais ça n'a pas de sens dans l'absolu. Faire dans le local, c'est bien, mais c'est un conte à dormir debout, c'est une belle histoire qu'on se raconte, je sais pas, pour se faire plaisir, mais non, moi si je comptais sur ma production, ben mes lentilles, elles me coûteraient, je ferais pas une belle récolte, si j'avais de la terre, peut-être que je saurais pas quoi faire. C'est si je dirais des lentilles à 500 à 0,80 centimes d'euros les 500 grammes, c'est parce qu'il y a des investissements, parce qu'il y a du machinisme, parce qu'il y a énormément de choses en jeu qui font que, évidemment, la quantité produite permet de vendre à ce prix-là. Il n'y a pas de secret. Moi, mes lentilles, elles me reviendraient peut-être à 10 euros ou à 15 euros le kilo. Et voilà comment les choses se passent. Et on peut pas, tant qu'il y a tant qu'il y a des différences de revenus, tant qu'il y a de l'inégalité, on peut pas contester aux gens le droit d'acheter selon leurs moyens. On peut pas obliger les gens à acheter local sous prétexte que c'est plus ceci ou plus cela. Si le local me fournit des lentilles à 500, dire 1 euro les 500 grammes, il n'y a pas de problème. Mais jamais. Ce n'est pas possible. Et moi, mes revenus, et ceux d'autres gens qui sont dans la même situation que moi, sont limités. On ne peut pas se permettre. C'est comme ça que l'on arrive, finalement, en faisant, non pas des économies, mais en achetant ces prix-là, parce que là, on fait pas d'économie, c'est pas vrai. Mais ça nous permet d'avoir la possibilité de payer autre chose, de faire croire peut-être qu'on n'est pas aussi pauvre. Tiens, je peux donner le change. Bon, on sait rien, moi non, mais peut-être certains arrivent à donner les changes. Ils vont, je sais pas, j'en ai connu qui allaient à l'opéra, mais qui allaient au dernier moment pour les places restantes, qui payaient je sais pas, 10% du prix initial. Mais sinon, donc ils y vont un peu comme ça. S'il y a des places qui restent, c'est bon. S'il n'y a pas de place, après, ils n'ont pas le choix de la place. Donc, ils peuvent très bien tomber sur une place bien située, comme sur une place totalement inconfortable, et voilà, devant un pilier ou devant je sais pas quoi. À un moment, il y avait le poulailler, je sais pas si ça existe toujours, pour les pauvres des pauvres, peut-être pour les étudiants, mais en tout cas, voilà. Donc c'est ça, tout cela nous ramène à des questions essentielles, à des questions, parce que là, on peut être dans une sorte d'anomie sociale, mais ça ne veut pas dire que l'on oublie un peu l'essentiel, que l'on est totalement qu'on perd un peu les repères. C'est anomie, peu importe. Il y a aussi de l'anomie sociale. Je me sens relationnel, affective, etc. Et il y a le manque. Il y a l'anomie, bien sûr, le fait de ne pas exister.
Mais il y a aussi le manque de substance. Alors on se rabat sur des choses, on se rabat sur une plante, on se rabat sur, je sais pas, tout à l'heure j'ai vu un papillon, j'ai peur, voilà, donc hier dans la nuit, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu deux mythes se tourner autour, donc un peu se faire la cour. Je sais pas ce qu'elles ont compris, moi j'imagine mâles et femelles, donc ce qu'ils ont compris, alors finalement ils ont disparu, comme par magie. Moi, j'aurais bien voulu les écraser. Ça arrive d'arriver d'écraser un couple de mythes en plein opération de. Mais c'est comme ça. Alors l'ennemi, c'est l'ennemi. La mythe, c'est la mythe de farine. C'est vraiment l'ennemi. Et il y a pas à hésiter. On peut pas jouer avec ça. Et après, j'ai vu un papillon. Ce papillon qui est extraordinairement finalement malfaisant pour les pieds de tomates, par exemple pour les pieds de tomates. Donc c'est à des années comme ça, vous ne voyez pas, vous ne souffrez pas finalement de la mauvaise action de ce papillon, et des années finalement où il peut être là. Alors quelquefois, quand vous arrivez à voir la chenille, eh ben, elle a déjà dévoré en grande partie le pied de tomate. Le pied de tomate, il est un peu perdu. Donc voilà la chose. Sur ce rebord de fenêtre, on se rappelle un peu aussi à cet aspect ou à cette dimension de la réalité, qu'on n'est pas seul, que ce que l'on pense être pour nous, ben finalement, on peut être forcé de le partager, et le partager avec des êtres qui vont pas nous remercier, qui nous laissent un peu un cadeau empoisonné. Voilà, c'est ça la vie. La vie, elle est faite, je sais pas, de choses qui. La vie, elle vous arrange, et quelquefois, vous semblez un peu à l'abri, mais d'autres moments, ben, vous n'êtes plus à l'abri. Il y a des choses qui viennent jusqu'à vous. Alors c'est simplement pour rappel impérieux à la situation, finalement à la situation de détresse d'un certain nombre de paysans qui se comptent en millions, victimes de la sécheresse. En Afrique par exemple, et j'imagine ailleurs aussi, la sécheresse, des gens qui n'ont même pas récolté la quantité de grains qu'ils avaient semés, c'est une chose extraordinairement. Il y a heureusement qu'il y a le commerce mondial, qu'il y a les surplus, heureusement que tout le monde ne fabrique pas que pour la consommation locale, parce que sinon certains pays se retrouveraient totalement dans une situation intenable. Des millions pourraient mourir. Parce que, voilà, simplement, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de blé, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, il n'y a pas assez de riz, il n'y a pas assez de ça. Et bien finalement, voilà, il reste quoi? Il reste la mort. Donc, on va chercher du blé produit, je sais pas, à coup de grosses machines, de grosses intrants, etc. Et beaucoup d'intrants, c'est comme ça, hein, chimique et tout. Mais parce que c'est la réalité, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les fantasmes, ce n'est pas les illusions. La réalité, c'est la réalité. Donc c'est comme ça que l'on se retrouve, je sais pas, en liaison avec les questions centrales, voilà, des gens. Cette année, il a plu pas mal dans certains pays de l'Afrique de l'Est. Et évidemment, ça a été bienvenu pour des criquets qui sont allés finalement, qui ont fait une sorte
comment dire, qui se sont d'abord attaqués à ces pays, puis qui ont commencé à prendre leur élan et puis à aller se promener du côté de l'Arabie, du côté de la péninsule arabique, du côté du Pakistan, du côté de l'Inde. Bah, voilà, c'est ça la réalité. La réalité, donc, vous avez de la pluie, vous allez avoir des pâturages, de quoi nourrir un peu vos animaux, et puis non. Eh ben, évidemment, il y a les milliards et milliards de mandibule affamés qui vont s'attaquer à ce qui normalement aurait pu bénéficier à finalement à vos chameaux, à vos dromadaires ou à vos ovins ou à vos bovins, peu importe. En tout cas, c'est comme ça. Et alors prendre la parole, quelquefois, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à dire. Et c'est pas toujours très... On peut dire pourquoi prendre la parole, pourquoi continuer de parler, quand personne ne vous demande de parler, justement. Parler pourquoi? Pourquoi parler quand on sait ce qu'on va dire, finalement tout le monde le sait, tout le monde est au courant, il y a rien de nouveau, mais justement, pourquoi pas parler. Parler, ça accompagne, ça fait, bon, c'est, comment dire, on se sent moins seul, et puis ça permet un peu de recadrer les choses, un peu. Il y a des questions qu'on se pose, on se les pose uniquement dans ces conditions-là. Après, parler, ça permet de sortir un peu de son statut social totalement catastrophique, mais au moment, c'est quoi un être en société? C'est un être qui est capable de parler, qui est capable d'imposer aux autres, de l'écouter, de réagir à ses propos, etc. Si un être dans une sorte d'existence sociale normale, mais des êtres qui sont empêchés d'accéder à ce droit. Voilà, ça devrait faire partie des droits essentiels, des droits reconnus par la communauté des nations. Voilà, il faut offrir à chacun la possibilité de parler, pas dans un cadre thérapeutique, dans un cadre institutionnel, mais dans un cadre autre. Parler et pas parler pour essayer de dire des choses très intéressantes, très savantes, machin et tout. D'ailleurs, quand il y a des choses savantes, on fait venir des spécialistes, hein, on fait pas parler n'importe qui. Et non, parler pour parler. Tiens, je voudrais entendre l'écho de ma voix. Voilà. Si je peux faire varier un peu mon timbre, si je peux, voilà, essayer de faire un peu, voilà, simplement. Je prends un quart d'heure, et puis pendant ces un quart d'heure, c'est à moi. Alors je dis ce que je veux. Je dis, si j'ai des choses à dire, je les dis. Si j'ai rien à dire, je remplis quand même. Mon quart d'heure, il est à moi. Alors je peux répéter la même chose, c'est pas un problème. Il s'agit pour moi d'exister dans le temps qui m'est imparti. Après, finalement, c'est un jeu. Après, ça passe à quelqu'un d'autre. Et là aussi, je vais écouter, parce que c'est comme ça, les règles. Les sociétés, donc, parler, ça permet, c'est vrai que, il y a des choses comme ça, dans la vie. Alors, on se retrouve un peu relié toujours finalement, non pas à l'essentiel, non pas à l'essence, peut-être un peu à l'essentiel, à l'essence de l'être humain. L'être humain d'avant la technologie, du temps, où l'être humain s'occupait de tout, qui triait ses grains, qui enlevait les pierres, qui enlevait ce qui, voilà. Donc les lentilles, voilà, il fallait les trier manuellement.
Et c'est une chose qu'évidemment qu'on devait faire un peu avant les machines, avant etc., avant les trieuses, avant les choses qu'on a inventées, avant, à l'époque peut-être de la révolution industrielle, on a dû déjà inventer des tamis, mais il y a eu une époque où les tamis n'existaient pas. Donc, tamiser d'une certaine façon, graine après graine. Et ça, c'est une occupation, j'allais dire, de fin d'après-midi. Voilà, quand on a fait tous les travaux qu'il y a à faire, on a tout préparé, on s'attelle à ce genre de choses qui sont un peu des choses qui sont quand même délaissantes. C'est du travail, mais un travail qui n'est pas, que l'on peut faire en parlant, que l'on peut faire assis, que l'on peut faire en décontraction. Après, il y avait il y avait le moment où la meule, quelquefois, on écrasait le grain. Donc, il n'y avait pas seulement le tri, il y a aussi l'écrasement. Et après, il y avait il faut séparer le sang. Voilà, le grain, après l'avoir moulu, il fallait aussi, voilà, le purifier d'une certaine façon. Donc, quand on fait des gestes manuels, on se raccorde un peu à une sorte d'antériorité. On est dans quelque chose, et les mains qui travaillent, les mains ensemble, qui travaillent de concert, voilà, et on trie, et quelquefois on regarde, quelquefois c'est juste une histoire de sensation dans les mains. On sent les choses, on voit les choses avec ses mains. Alors c'est quoi le bonheur? Le bonheur je sais pas s'il y avait deux graines, il faut que je sois plus attentif. Est-ce que une cosse de lentilles, est-ce qu'elle peut faire deux graines à la fois? Des graines jumelles. Ah, c'est vrai, ça fait des graines jumelles. Alors je retire, c'est petit, mais ça marche par deux. Alors c'était une découverte. Je viens de faire une découverte. Donc la fleur, bah finalement, elle produit deux graines. C'est fantastique. C'est la multiplication des graines. C'est la multiplication du pain. C'est pas pour les 12 apôtres, mais là il s'agit de juste par deux. Donc c'est quand même miraculeux et au hasard de ces choses-là, avec les mains, je découvre, voilà, je m'étais déjà posé la question, et puis finalement, je commençais à être un peu intéressé, un peu, je voulais en fait en être sûr. Ben finalement aussi, ça fait deux graines. Enfin, c'est peut-être pas systématique, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voici donc le temps qui passe. Et c'est vrai que on aimerait se raccorder aux anciens par quelque chose qui fait que l'on se reconnaisse d'eux, qu'il y ait cette continuité, qu'il y ait la preuve d'un lien, d'une permanence par-delà, évidemment, le temps, par-delà les contingences, par-delà tout ce qu'on veut, et voilà. Et être dans cet état, et je sais pas, quand vous essayez de préparer le petit lait, quand vous avez les fermenté, quand vous devez secouer l'outre pendant un temps fou. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, c'est peut-être même mécanisé, mais à l'époque, on devait secouer pendant un temps fou pour faire du petit lait et séparer évidemment la matière grasse pour faire du beurre. Mais je sais pas, au bout d'un moment, la chose devait se passer de façon mécanique. Quelque part, l'esprit pouvait vagabonder pendant que les mains faisaient le travail machinalement, voilà, comme on dit, machinalement, c'est le cas. Et voilà, et puis peut-être à côté il fait chaud, et peut-être ça se passe
comment dire, un peu après-midi, quoi. On est dans un lieu un peu frais, dans un lieu où on se protège de la chaleur, mais il faut quand même faut quand même travailler le lait, quoi. Il faut donc on peut pas peut-être le laisser jusqu'à la fin de l'après-midi, donc on le fait au milieu de journée, surtout que ce lait a peut-être été ramassé déjà il y a quelques heures, donc si on le laisse en l'état, il peut tourner, donc on le travaille. Ah, on le travaille le plus vite possible, et souvent on a le temps après manger, quoi. Et souvent, pendant que certains travaillent, d'autres font la sieste. Voilà, les hommes, ça c'était le travail des femmes, toujours, hein. Toujours les femmes qui travaillent, on va dire. Quand c'est l'intérieur, c'est la femme qui travaille, hein. Je peux pas imaginer un homme en train de battre le lait, quoi. Mais voilà, donc on a envie de se représenter. C'est vrai que je sais pas s'il faut se dire tiens, moi j'ai le privilège d'avoir connu certaines pratiques des mondes agraires, certaines vies d'avant. Bon, quelque part, est-ce un bien, est-ce pas, je sais pas. En tout cas, j'ai connu ça et je ne cesse de m'y référer. Ça me permet de ne pas être totalement dépendant de ce monde, et dans mes promenades un peu, je peux promenade intérieure ou promenade mentale, je peux passer d'un monde à l'autre. J'ai l'impression de ne pas appartenir à un seul monde. J'ai un pied dans un monde et un autre pied, et un pied dans un autre. C'est beaucoup plus intéressant. Je ne me suis pas inféodé de façon totale à ce monde. Je peux décider comme ça, voilà, de le quitter, au moins de façon, comment dire, de façon abstraite un peu. Bien, je décide de rompre avec ce monde et je me réfugie dans le monde intérieur. Et voilà, ce monde intérieur est peuplé de choses que j'ai connues, dont je suis encore, comment dire, qui sont en moi. Après c'est toujours difficile, la mémoire, elle n'est pas si fidèle que ça, alors et on fait avec la mémoire comme on peut, pas comme on veut, mais pas comme on voudrait, mais on se contente de ce qu'on a gardé. Et l'état de conservation des souvenirs, il est comme il est, quoi. On peut pas. Quelquefois, les souvenirs reviennent un peu plus, comment dire, ils rajeunissent par un processus assez miraculeux, assez mystérieux. Le souvenir qui était brumeux devient tout à fait clair, comme ça, devient limpide. Là, vraiment, je retourne, je revois la scène vraiment de façon extraordinairement claire, je distingue tous les détails, il y a rien qui m'échappe, il y a rien qui soit de la reconstruction, c'est réel. Alors j'arrête là, même si j'ai envie de continuer, j'arrête là parce que j'ai envie de reprendre autre chose qui va être un peu différent, différent. Et donc je vais continuer à faire ça parce que une fois qu'on a commencé, on peut continuer. C'est pas fatigant. Tant qu'il y a des choses à faire, on les fait. Ça demande pas une concentration élevée. On teste. J'essaie de rater aucune graine. Voilà. Si j'envoie vers le tas j'allais dire, de déchets, c'est parce que je suis sûr que mais à la fin, j'aurai quoi? Quelques grammes de lentilles? Tout ça pour quelques grammes de lentilles? Je sais pas. Ces lentilles, j'en sais rien, c'est une chose, on a permis, je sais pas comment dire, comme les lentilles avaient pour destin de mourir un peu dans l'eau chaude. Mais,
Voilà, ils ont échappé à ça, ils ont pu connaître, je sais pas, vivre, et puis vivre, et mourir, et prospérer, et engendrer de la vie. Enfin, en puissance, là j'ai des graines, je pourrais dire j'ai de la semence, quoi. Je pourrais ressemer ça indéfiniment, quoi. Jamais je dirais je consommerai pas ça, toutes ces graines, je les sèmerai jusqu'à la fin de ma vie, s'il le faut. Là, finalement, ça va prendre de l'importance, ça va plus être le rebord de la fenêtre, je vais louer un long point de terre, rien que pour mes graines de lentilles. Et donc, je vais, chaque année, voilà, bon, ça passe de quelques grammes à quelques dizaines de grammes, puis etc., etc. Et chaque année, voilà, il n'y a aucun problème, je ressème, je ressème, je ressème. Voilà, je me retrouve devant des générations de lentilles, et je suis heureux de ça. Voici donc jusqu'à où les mots m'ont amené, m'ont emporté, voilà, c'était ça. Alors je pourrais continuer, mais j'ai l'impression que bon, ça suffit. Comme dirait GLM, voilà, et voilà, et, les amis, à bientôt, donc, bon, à très vite. Hein.